Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau. C'est la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Et ce matin, notre invité, c'est François Bayrou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MoDem et vous êtes le maire de Pau. Et merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger à mes côtés. Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. François Bayrou, l'actualité ce matin, c'est le passage en force de Manuel Valls sur la loi travail avec l'utilisation du 49.3. Les députés PS frondeurs pourraient déposer une motion de censure. Est-ce une preuve d'autorité ou d'autoritarisme de la part du Premier ministre ? Ce qui est problématique dans la décision que Manuel Valls a prise, dans la séquence des décisions qu'il a prises, ce qui est problématique, c'est que sur cette loi, présenté par le gouvernement de grande importance, il n'y aura jamais eu de débat à l'Assemblée. Le 49.3, c'est pas illégitime. Le 49.3, ça veut dire que quand on a blocage absolu, eh bien on décide de mettre en jeu la vie même du gouvernement et de passer. C'est un des éléments des outils constitutionnels qui sont à la disposition du gouvernement en France. Mais là, il n'y aura jamais eu de débat. Ce qui aurait été logique, c'est qu'il y ait un débat long qui aille à son terme lors de la première lecture, et là on aurait usé ou épuisé tous les arguments. Chacun aurait pu s'exprimer, de ceux qui sont à l'Assemblée. Il y a eu un débat dans le pays quand même. Je veux rappeler... Non, pas vraiment. Les assemblées, le Parlement, c'est fait pour que tous ces arguments qui sont utilisés dans le pays, qu'ont en tête chacun des grands courants du pays, des 5 ou 6 grands du pays, ils doivent pouvoir s'exprimer au Parlement dans l'enceinte consacrée pour cela. C'est une manière de faire éprouver les arguments et les argumentaires dans le cadre solennel de l'Assemblée. Quand on ne veut pas de débat à l'Assemblée, le risque c'est que le débat soit dans la rue et de manière moins maîtrisée que ça n'est ailleurs. Mais vous n'avez pas répondu. C'est la personnalité du Premier ministre qui est en cause aussi, selon vous ? Bon, je pense que lui, le président de la République, ont décidé qu'il fallait avoir une séquence sur ce texte la plus courte possible. Moyennant quoi, on en est à 12 manifestations, parce que quand le débat n'est pas au Parlement, je ne dis pas qu'il aurait dû avoir lieu 3 fois, parce qu'il y a 3 lectures, mais au moins une fois, on aurait dû avoir jusqu'à son terme l'échange des arguments. Après, le gouvernement prend ses responsabilités. Et vous voyez qu'il y a comme une frustration par le fait qu'un texte présenté comme très important ne soit jamais examiné par l'Assemblée nationale. Vous seriez député, vous voteriez une motion de censure ? Véronique Jacquier. Pour l'instant, il n'y a pas de motion de censure. Et donc, oui, mais trouvez-vous normal que la droite, cette fois, ne dépose pas de motion de censure ? Vous savez pourquoi la droite ne dépose pas ? Elle ne dépose pas parce que les députés n'auraient pas été là. Voilà, il n'y a pas assez de votants à cause du match de foot ? On dit, les députés... Alors vous vous rendez compte, on a un Parlement avec 577 membres, et l'opposition, le plus importante, dit non, mais ils ne seront pas là. Enfin, tout ça... Pourquoi vous n'avez pas dit pourquoi ils ne seraient pas là ? Parce que, paraît-il, il y a l'euro, que c'est les vacances, ou que c'est le mois de juillet. Que... il y a la demi-finale de l'euro, France-Allemagne. Oui, mais la demi-finale, on peut la regarder à l'Assemblée nationale. Je vous assure qu'il y a la télévision. À la buvette. Je vous assure qu'il y a la télévision à l'Assemblée nationale, et même dans chacun des bureaux. Disons une chose qui est très importante. Ceci prouve une fois de plus quel est l'épuisement des institutions qu'on nous présente comme ne devant pas changer, auxquelles personne ne touche et qui sont mais vraiment un théâtre d'ombre. Il y a 50% des Français qui ne sont pas représentés au Parlement. 50%. Si vous ajoutez extrême droite, extrême gauche et centre et une partie des écologistes, plus de 50% des Français ne sont pas représentés là où le peuple français devrait faire entendre sa voix. Et donc, tout ceci est à bout de souffle et tout ceci exige que des gens courageux proposent le plus vite possible, et en tout cas pour les échéances qui viennent, un changement profond. Vous, par exemple, vous seriez pour la suppression du 49.3 pour que de toute façon il puisse y avoir des débats. C'est une bonne pratique encore ? C'est moderne le 49.3 ? Moi, je ne prétends pas qu'il faille supprimer tous ces instruments, tous ces outils qui permettent au gouvernement d'agir quand il y a des blocages. Mais il y a une chose qu'il faut avoir en tête. Un Parlement qui refuse de représenter les grandes familles politiques du pays pour donner la totalité du pouvoir à 2
familles épuisées, à bout de souffle, en explosion, divisées, ce Parlement-là ne peut pas remplir son rôle. Et donc, il est du devoir de ceux qui ont une vision de l'avenir d'exposer une autre organisation qui fasse que la démocratie française ne soit pas un mot ridiculisé, ne soit pas ridiculisée comme elle l'est. Parce que qu'est-ce qu'il y a de démocratique dans tout ça ? Voulez-vous réfléchir une seconde à la manière dont on nous a organisé les choses, qui fait que oui, en effet, nous sommes à 10 000 lieues de ce que devrait être un débat qui prend en charge les idées qui sont dans le pays, les jugements qui sont dans le pays et qui, à l'Assemblée nationale, leur permet de s'exprimer. Alors c'est compliqué, François Bayrou, justement à propos des familles politiques. Selon le baromètre fiducial IFOP pour Sud Radio, François Hollande gagne 2 points par rapport au mois dernier. Il est à 18% d'opinion favorable. Manuel Valls perd 1 point, 27% d'opinion favorable. Mais surtout pour la moitié des personnes interrogées, l'opposition ne ferait ni mieux ni moins bien. Donc ça vous conforte dans votre analyse d'ouvrir une autre voie ? C'est évidemment l'analyse que je porte, c'est ce que je vois, c'est ce qui crève les yeux. Il y a pire comme chiffre. J'ai vu il y a très très peu de temps que si on demande aux gens si l'opposition ferait mieux, il n'y a que 19% des Français qui répondent oui. Et 50% ni mieux ni moins bien. Et 25% moins bien. Voilà, ou 20%, je ne sais plus combien, moins bien. C'est dire à quel point on en est. De décomposition de tout ce système. C'est pourquoi la grande question qui doit être posée, c'est le renouvellement de notre démocratie française. L'idée que il faut à tout prix saisir les prochaines échéances pour que quelque chose de fondamental change dans la manière dont les Français peuvent jouer leur rôle pour l'avenir de leur pays, peuvent faire entendre leur voix, peuvent être considérés, peuvent être écoutés, peuvent faire que des visages nouveaux... Ça passe par la démocratie participative, par exemple ? Oui, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. La démocratie est une participation. La démocratie, vous savez, c'est assez simple. La démocratie signifie que les citoyens, l'opinion publique, les Français, considèrent que les décisions qui vont être prises sont des décisions sur lesquelles ils peuvent avoir de l'influence. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune influence. Il n'y a même pas de débat. Et donc c'est ce changement-là, sans compter que, peut-être on va y venir dans une seconde, le fond de la loi mérite une réflexion. François Bayrou, quand même, si on regarde ce sondage et si on suit vos propos, si on ajoute à ça la non-candidature de Nicolas Hulot, la relative embellie dans les sondages, il faut être prudent, de Nicolas Sarkozy, on pourrait se dire ce matin, tout ça c'est plutôt des bonnes nouvelles pour François Bayrou, non ? Dans votre démarche, dans votre réflexion, en tout cas, pour la suite. Ce sont des éléments qui vont dans le sens de ce que depuis longtemps je défends devant les Français. Parce que vous voyez bien que tous les éléments s'emboîtent et s'engrènent. Il demeure que pour l'élection présidentielle, ma ligne est claire, fixée et affirmée. Si Alain Juppé remporte la désignation de cette primaire, sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire, comme vous savez, et avec laquelle je ne suis pas tout à fait en accord, si Alain Juppé remporte la désignation, je le soutiendrai. Pourquoi ? Parce que je pense que le pays a besoin de rassemblement, de gens qui disent, écoutez, je ne mets pas mon propre avenir en premier, ma propre satisfaction en premier, je mets en premier ce que nous pouvons faire ensemble pour changer le pays. Et donc, en revanche, si Alain Juppé n'était pas choisi, alors évidemment, je ferai ce qu'il faut faire. Alors, à propos de visages nouveaux, vous en parliez, vous avez l'expérience d'une campagne électorale, vous avez l'expérience d'une présidentielle, c'est très dur. Est-ce que vous comprenez la décision de Nicolas Hulot ? Et est-ce que ce type de profil peut exister dans une élection présidentielle? Je vais vous dire, mes amis savent que j'ai jamais cru que Nicolas Hulot pourrait se présenter à cette élection. Je ne me sens pas un destin. Je pense qu'il a pensé d'homme juste. Providentiel. Oui, il y a une autre phrase qui est plus juste. Il a dit je ne suis pas assez expérimenté et pas assez aguerri pour occuper cette fonction ou pour être candidat à cette fonction. C'est dommage qu'il n'y ait pas des gens nouveaux dans le système qui puissent rentrer, non ? Non. C'est comme si vous disiez, c'est dommage que sur une route extrêmement dangereuse, il n'y ait pas des gens nouveaux pour conduire le car dans lequel il y a les enfants. À ce point-là. Voilà. La politique, c'est ça. La politique au niveau présidentiel,
La politique, dans la fonction de président de la République, elle exige d'avoir des gens, j'espère, qui renouvellent le système, qui ont une pensée neuve, mais qui aient suffisamment d'expérience et de maturité et de capacité de rassemblement. C'est une question d'âge ? Non, non. C'est pas une question d'âge. Fort de ce constat, François Bayrou, c'est une question de capacité à penser l'avenir et une question de vision. Et en même temps, l'expérience de l'État dans toutes ses couches, parce que c'est pas tout à fait rien d'avoir la maîtrise de l'avenir d'un pays par délégation des citoyens. François Bayrou, quand on vous entend, malgré le fait que vous venez de dire que vous seriez derrière Alain Juppé, on sent que ça vous démange quand même d'incarner à nouveau quelque chose. L'expérience, oui. Le fait d'être aguerri, oui. Le challenge, on ne peut pas croire que vous n'ayez pas envie d'y aller. Ce n'est pas un problème. Vous avez l'expérience d'une campagne présidentielle. Oui. Et c'est une expérience utile, croyez-moi, comme on va le voir. Vous avez dessiné votre profil. Je vais vous répondre simplement. Est-ce que j'aime cette élection ? Oui. Vraiment, j'ai vécu ce qu'est la rencontre d'un candidat et d'un peuple de citoyens. Et c'est tout à fait enthousiasmant et tout à fait exaltant. Cela dit, je ne suis pas là pour me faire plaisir. Et c'est d'ailleurs intéressant qu'on puisse montrer, dans la période où nous sommes, que quelqu'un qui a un socle de voix et d'opinion positive est capable de dire « je suis prêt à soutenir quelqu'un d'autre ». Je trouve que ça apporte quelque chose. Enfin, je trouve... Peut-être je me trompe, mais à la question est-ce que vous redoutez cette élection, la réponse est non. Est-ce que vous aimez cette élection, la réponse est oui. Est-ce que vous êtes inquiet quand même pour la situation de la France, quand quel que soit éventuellement votre champion qui peut-être être président de la République demain. On apprend par exemple hier soir que François Hollande renonce à un certain nombre d'économies, alors qu'il y a des dépenses nouvelles qui ont été engagées. C'est dans les Échos ce matin. Voilà, quel que soit le gagnant, est-ce que la situation du pays pour réformer, compte tenu aussi de cette situation économique, est-ce que ça ne va pas être extrêmement périlleux, de toute façon ? Alors, la situation du pays est, comme vous le savez, terriblement inquiétante. Les changements promis, on emploie le mot de réforme, c'est un mot sur lequel je mets des guillemets, mais ces changements promis n'ont pas été réalisés. Je veux vous rappeler que François Hollande s'était engagé à partir des 4 et quelques % de déficit que nous avions à revenir à 0 en 2017. Et évidemment, nous serons très loin d'obtenir même le résultat qu'il avait promis pour la première année, pour 2013. Alors vous voyez à quel point tout ça, la situation du pays est inquiétante, mais je vais vous dire, l'état d'esprit du pays n'est pas bon. C'est l'état d'esprit du pays qui, au fond, est le plus bouleversé et qui nous met dans une situation difficile. Il n'y a plus d'optimisme, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'esprit de rassemblement, il n'y a plus de sentiment national, de sentiment d'unité de la nation. Et c'est ça qui est grave. Je vais prendre un exemple sur ce qui ne va pas. Je voulais dire un mot de la loi Macron, du fond de la loi Macron. Ce qui est pour moi le plus pénalisant, pas de la loi Macron, la loi El Khomri, excusez-moi. Code du travail, réforme du Code du travail. Ce qui est le plus pénalisant dans ce texte, c'est la décision qui est ouverte sur les heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'on pourra les payer moins qu'on ne les paye aujourd'hui. Je trouve que ça ne va pas dans le bon sens et que c'est même profondément choquant. Pourquoi ? Parce que la grande question, c'est que les gens qui travaillent n'arrivent pas à gagner leur vie. Le problème le plus important que nous avons devant nous, c'est des millions de personnes au travail qui sont en situation économique difficile. Et les heures supplémentaires, c'est un moyen d'améliorer les fins de mois. Or, on décide de rabattre les heures supplémentaires et c'est pour moi, ça va à l'encontre de tout ce qu'on devrait faire. On pouvait trouver un système que j'ai proposé depuis longtemps, qui était que la prime pour une heure supplémentaire vienne en diminution des charges sociales. Donc pour l'entreprise, ça aurait été un coût supplémentaire zéro.
François Bayrou, je m'adresse à l'Européen. Est-ce que le Brexit peut influencer votre décision personnelle pour porter encore ces valeurs de l'Europe éventuellement dans une bataille présidentielle? Non, je vous ai dit ce qui a influencé ma décision. Non, mais est-ce que le Brexit, ça va peser sur la campagne, quels que soient les candidats? C'est une nécessité de plus d'apporter une vision pour l'avenir. Mais regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne et qui est incroyable, et que tous ceux qui traitent légèrement de ces questions, j'ai vu que Madame Le Pen disait que si elle était élue, elle organiserait un référendum de sortie, et si elle le perdait, elle démissionnerait. Mais vous n'êtes pas contre l'idée d'un référendum? Vous l'avez dit le 24 juin. Je pense au contraire qu'il faudra associer le peuple à ce choix. Mais pour moi, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Tous les leaders qui ont voté pour la sortie de la Grande-Bretagne démissionnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas affronter les difficultés. Ils ont créé une situation... Il n'y a pas de crise majeure depuis le Brexit. Oui, pas de crise européenne majeure. Regardez bien ce qui se passe sur le front de l'immobilier. Je dis ça avec naturellement la distance nécessaire. Ils ont créé une situation qui est une situation dommageable pour la Grande-Bretagne, et ils s'échappent parce qu'ils ne veulent pas en assumer la responsabilité. Ça devrait suffire à dire ce que sont les conséquences d'un choix qui fait bon marché de l'avenir des jeunes, dont je rappelle qu'ils ont voté pour le maintien à 75%. Un pays qui vote contre ces jeunes a dû, me semble-t-il, des questions devant lui. C'est François Bayrou, le président du MoDem, maire de Pau, qui est l'invité de notre matinale d'info. Vous êtes un Aquitain, vous êtes maire de Pau, on sait que vous êtes proche d'Alain Juppé, même personnellement, que vous l'appréciez à titre personnel. Quels conseils vous pourriez lui donner, à la fois d'amis, mais aussi d'experts de campagne électorale, pour rebooster sa campagne, pour qu'il fasse la différence, notamment avec Nicolas Sarkozy? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. J'ai toujours appliqué dans ma vie une règle simple. Quand j'ai un conseil à donner à quelqu'un que j'aime bien, je le donne en privé et pas à la télévision. Parce que quand on vient à la télévision pour donner des conseils, c'est généralement qu'on a l'idée de ne pas rendre service à celui que vous en demande ou pas, conseille. Oui, bien sûr. Alors, deuxième chose, il faut que vous éclaircissiez les choses pour le milieu politique et journalistique. On dit que vous avez rencontré très récemment Nicolas Sarkozy, peut-être à sa demande d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai? J'ai lu ça avec un certain amusement. Je n'ai pas vu Nicolas Sarkozy depuis des années. Dans les yeux? Je ne l'ai pas dans les yeux? J'ai pas besoin dans les yeux. Ma parole est une parole. Je sais bien que c'est pas fréquent dans le monde politique, mais quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Je n'ai pas vu Nicolas Sarkozy depuis des années. Il y aurait d'ailleurs pas de honte si je le croise, je lui serre la main. Je n'ai pas de débat personnel avec lui. Je suis en désaccord avec sa manière d'envisager la politique et la fonction présidentielle. Bon, donc voilà, vous pourriez le voir là dans les semaines qui viennent. Aucune difficulté si je le croise à parler avec lui. Mais vous quand je rencontre des proches, quand je vois des proches de Nicolas Sarkozy, je leur parle évidemment. Comment en serait-il autrement? On n'est pas des sauvages. Mais le petit bruit dont vous venez de vous faire le relais en disant que j'aurais des contacts naturellement pour éclaircir les choses, que j'aurais des contacts secrets avec Nicolas Sarkozy, non, il n'est pas fondé en aucune manière. Merci François Bayrou, président du MoDem, maire de Pau, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info.